Bonjour à tous, bienvenue à l'interview. On reprend notre agréable rendez-vous de l'interview. Cette semaine, encore juste après le journal de 18h. Et à partir de la semaine prochaine, on reviendra à l'heure habituelle, à 12h45. Mon premier invité est Marc-Jean Geisels. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes bourgmestre de Forêt, vous êtes député PS au Parlement bruxellois. On va parler de l'actualité avec vous et parlons d'abord de cette actualité concernant un peu plus la Fédération Wallonie-Bruxelles. Défi donc propose une espèce d'union sacrée, générale de tous les partis entre ceux qui sont aux différentes régions pour faire un vrai gouvernement d'union sacrée à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonne ou mauvaise idée ? En tout cas, pas de tabou de la part du PS. Et à 80 propositions qui sont mises sur la table par Défi, qui sont envoyées au président de parti. Donc, les présidents de parti vont examiner ça et prendre position. Mais je crois que c'est quand même la bonne piste pour sortir finalement d'une crise qui a été occasionnée par quelqu'un qui a eu un moment de folie, j'ai envie de dire, et qui a joué au poker comme ça. On va y revenir. Est-ce qu'il y a okay. moyen de gérer la Fédération Wallonie-Bruxelles avec des gens qui viennent finalement de gouvernements avec des majorités différentes, si les choses ne bougent pas, évidemment? Alors, je pense qu'il y a moyen, s'il y a une volonté de l'ensemble des francophones de défendre la communauté française, la communauté Wallonie-Bruxelles, et que tout le monde y mette du sien et que tout le monde travaille dans l'intérêt collectif. Et je pense que s'il y a une volonté politique de le faire et qu'il y a une prise de conscience qu'on a à défendre les intérêts francophones, parce qu'aujourd'hui, la situation fait, à mon avis, avant tout le jeu des partis flamands, qui vont encore pointer du doigt les francophones qui sont inconscients, qui sont irresponsables. On entend déjà les discours. Donc, je crois qu'il faut trouver une solution, il faut trouver une piste pour sortir de cette crise. Et ce qui est déposé sur la table par Défi, d'après ce que j'en sais, et qui va être analysé par les présidents de parti, est peut-être une piste. Mais, alors, par exemple, il y avait une idée de Défi qui est de dire qu'il faut changer ce décret d'inscription. Ça ne fonctionne pas. Et puis on a entendu ce matin, un peu comme par miracle, Loretta Onkelings dire aussi que ça ne lui plaisait pas, ce décret d'inscription. Le PS s'est toujours accroché à ce décret d'inscription, n'a jamais voulu le changer. Le MR voulait le changer, le CDH voulait le changer, maintenant Défi. Est-ce que ça veut dire que là aussi, c'est l'union sacrée contre le décret d'inscription? Alors, c'est pas comme par miracle. Je crois que d'autres gens s'étaient déjà prononcés sur le fait qu'il y avait des choses à modifier. Donc, le but recherché par le décret d'inscription est toujours partagé. C'est une égalité des chances, une plus grande mixité, une égalité et une qualité d'enseignement pour tous. Vous trouvez qu'on y est arrivé? Alors, on n'y est manifestement pas arrivé. Il y a énormément de problèmes, notamment à Bruxelles. Le ministre-président le dit aussi, l'ancien ministre-président l'a dit. Donc, aujourd'hui, on doit modifier. Et donc, ce que la présidente de la Fédération bruxelloise dit, on est ouvert évidemment à la discussion, on est ouvert éventuellement à l'abrogation ou à la modification de ce décret d'inscription. Donc voilà, ça va dans le bon sens, c'est simplement une bonne prise de position. C'est pas un peu renier tout ce que vous avez toujours dit en disant c'est important de revoir ce système d'inscription, il fallait absolument améliorer la mixité dans les écoles. Il fallait améliorer la mixité. Aujourd'hui, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On corrige le tir. Je crois qu'il ne faut pas s'accrocher. Je crois aussi que ça permet de constater que tout ne se règle pas par des lois, par des décrets ou par des ordonnances, qu'il faut quelquefois travailler autrement pour arriver à un but tout à fait louable. Ça, personne ne le contestera. Donc le pacte d'excellence peut être une manière d'améliorer... Ça peut être une manière, absolument. Oui. Alors, vous en parliez tout à l'heure, vous vouliez dire du mal du CDH. Et c'est vrai que le CDH, c'est un peu une cible pour vous et pour d'autres socialistes, et pour Défi aussi. Et on a vu une suractivité dans les réseaux sociaux pendant l'été, notamment la vôtre. Dès qu'un CDH osait dire quelque chose, vous le repreniez. Et vraiment, ça vous a fait mal, cette trahison? Ça m'a fait très mal. Je n'ai pas envie de dire du mal pour dire du mal, d'autant plus qu'il y a des gens que j'aime bien. Mais j'étais terriblement déçu par... D'abord, je n'ai pas compris l'attitude de Ludgen le 19 juin. J'ai vraiment l'impression qu'il a joué un coup de poker. Le problème, c'est qu'il n'a pas joué avec son argent. Il a joué avec l'argent de la collectivité. Ça a des conséquences très graves. Ça m'a l'air totalement irresponsable et insensé. Quand on sait la difficulté qu'on a pour monter des dossiers, pour les suivre, pour les faire aboutir, vouloir changer un gouvernement en Wallonie à 18 mois de la prochaine échéance électorale, avec les vacances, les échéances communales, ça n'a aucun sens. Quand je vois la composition de ce gouvernement, avec deux hommes forts, le ministre-président wallon et le ministre Collin, qui sont tous les deux candidats et qui se déchirent sur marche en famine pour le majorat. Donc il doit avoir en plus une très mauvaise ambiance. On est à une majorité de 2 voix, je pense. C'est totalement insensé. Donc n'importe quel parlementaire va pouvoir jouer au chantage. Donc
c'est vraiment pas l'intérêt des Wallons. Et alors, quand je vois l'attitude de parlementaires bruxellois, et je trouvais que dans le combat, par exemple, pour le survol de Bruxelles, Benoît Serex, pour ne pas le citer, avait une belle attitude, il montait au combat, il soutenait Céline Frémaux, etc. Et puis, du jour au lendemain, il dit le PS est infréquentable. Et il va se jeter comme ça dans les bras du MR, qu'il a été le premier à critiquer, notamment sur le problème du survol. Et là, je suis terriblement déçu parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait du bon travail comme ministre dans des majorités avec les socialistes. Et voilà, j'ai l'impression qu'il a vraiment choisi le fait de suivre la discipline de parti et obéir au doigt et à l'œil à son président, qui manifestement n'a absolument pas tenu compte de Bruxelles. Ce que le CDH a fait, c'est un peu comme si vous exonérez le PS de toute cette turpitude. Alors, il n'y a pas à exonérer qui que ce soit. Il y a des gens qui ont commis des fautes, qui sont sanctionnés ou qui sont écartés. Ça, c'est très clair. Le PS a pris ses responsabilités. Je pense qu'à c'est pas au parti à payer, vous voulez dire. Alors, quand dans une rue, quelqu'un brûle un feu rouge, on ne retire pas le permis de conduire à tous les gens qui habitent la rue. Il faut quand même rester raisonnable. Et la manière dont ça s'est fait est totalement irresponsable. Donc s'il y a des choses à corriger, on doit d'abord en discuter. Donc je pense vraiment que le CDH de Bruxelles a choisi la discipline de parti par rapport à la défense des intérêts des Bruxellois. Et ça, je crois, moi j'entends les gens qui sont choqués dans la rue, hein. Même les gens qui font très peu de politique ne comprennent pas cette attitude. Il ne vous parle plus du SAMU social, il parle du CDH. Il me parle énormément du CDH. Le SAMU social reste un problème. Hein. Alors, justement, parlons du PS, de ce qu'on appelait les chantiers au PS, oui. et puis les écuries qu'il fallait nettoyer partout, et notamment au PS. Le chantier des idées, ce fameux chantier des idées, on a l'impression que c'est un chantier bruxellois, on ne sait pas quand il va se terminer. Il arrive, d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, enfin je n'étais pas au bureau du parti, parce que je n'en suis pas membre, mais d'après ce que j'ai entendu, il y a 123 idées concrètes déposées sur la table, qui vont être soumises à l'examen de l'ensemble des sections et des fédérations, et puis on aura à se prononcer pour un congrès le 26 novembre. Et donc, on a aussi notre président qui a sorti... il a sorti un livre. De nouvelles conquêtes. Je crois que c'est ça le titre du livre. Donc voilà, on arrive à l'aboutissement. Et d'ailleurs, je pense que quand le chantier des idées a été lancé, on a toujours dit que c'était en vue de la préparation des élections communales de 2018. Donc on est tout à fait dans le timing. Et je note quand même que c'est quand même une grande ouverture où tous les militants auront droit à la parole. On l'a vu pour toute la problématique du décumul. Ça a fait énormément de débats dans toutes les fédérations, dans toutes les sections. Donc c'est quand même un parti très ouvert où il y a quand même une réaction militante. Et je pense que ce n'est pas l'attitude de quelques-uns, mais vraiment une extrême minorité qui doit noircir tout le monde. On voit quand même que les choses bougent. Laurette Tonkelings a dit qu'elle allait choisir entre son poste de chef de groupe à la Chambre ou de président de Fédé bruxelloise. Donc à propos, qu'est-ce que vous lui conseillez ? Alors moi, je n'ai pas de conseil à lui donner. Je fais confiance en sa grande sagesse politique et donc elle prendra les contacts qu'il faut et c'est une décision qui lui est personnelle et qu'elle devra prendre en bonne entente, en bon accord avec le président de parti, avec le ministre-président et avec les gens qu'il a conseillés habituellement. Donc vous lui faites confiance sur sa décision, quoi que ce soit son choix. Absolument. Paul Magnette, ce week-end, lui, dans une interview, faisait une espèce de mea culpa. Il y a des choses sans doute qu'on n'a pas bien faites, des choses qu'on n'a pas bien vues. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a eu un petit moment d'humilité du PS et que c'est déjà fini, puisqu'on repart sur d'autres choses? Je ne sais pas si c'est un petit moment. Je pense qu'une fois qu'on tire les conclusions, qu'on constate qu'on a fait ça ou ça et qu'on aurait dû le faire autrement, il ne faut pas tous les jours dire Non, à un moment, il faut tourner la page et il faut aller de l'avant et repartir au combat et repartir dans la défense des idées et dans la gestion du quotidien. Vous savez, c'est une période très dure que tout le monde a vécue. Mais en attendant, les mandataires locaux, les mandataires régionaux ont continué à exercer correctement leur mandat. On ne le dit peut-être pas assez. Hein. Moi, j'ai continué, comme les autres bourgmestres ou comme les autres échevins socialistes, à gérer la commune au quotidien et à prendre des positions tous les jours. On ne s'est pas caché sous les draps en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'on a mal fait ?» Non, on a tiré les conclusions, on a vécu une période extrêmement difficile, mais on a continué le combat. Alors, vous êtes bourgmestre et vous êtes souvent mécontent de ce qui se passe avec vos policiers. Vous trouvez qu'Yann Yambon n'organise pas bien du tout le travail. Non. Et là encore, pendant l'été, vos policiers se sont occupés d'autre chose que de la commune. Vous allez dire que c'est vraiment la personne qui hante mes nuits, mais non, ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est un grand communicateur. Donc Yann Yambon. Ouais.
C'est un grand communicateur, il lance le plan Canal, qui est son plan de com, etc. Et il donne des leçons en permanence, il pointe chaque fois du doigt les zones de police bruxelloises. Mais ce que lui doit faire au quotidien avec son collègue de la justice, M. Gaines, il ne le fait pas. Je prends comme exemple le transfert des détenus, qui doit être organisé par le corps de sécurité. Au mois de juillet, 54 transferts prévus. Il n'y a pas 10 qui ont été organisés par le corps de sécurité. Le reste a dû être organisé par la zone de police ou n'a pas été organisé du tout. Ce qui veut dire que des détenus n'ont pas été présentés devant leur juge, ce qui est évidemment très problématique aussi pour le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Et on a prévenu généralement la zone de police 24 heures à l'avance, ce qui veut dire qu'on devait retirer des patrouilles, on devait finalement léser les intérêts des habitants d'Anderlecht, Forêt-Saint-Gilles, parce que le fédéral, une fois de plus, n'a pas exécuter les missions qu'il doit normalement exécuter. Voilà, c'est inacceptable, tout simplement. Et pourtant, il veut améliorer en plus les zones de police. Alors, il a écrit à tout le monde qu'il faisait une grande étude sur la possibilité de fusionner éventuellement les zones ou de collaborer entre zones de police. Donc, on revient à l'idée dont les partis flamands ne démordent pas de faire une grande zone de police à Bruxelles. Moi, je suis radicalement opposé parce qu'on va encore une fois s'éloigner de la proximité. Alors, pour moi, c'est vraiment essentiel. Je crois que le politique de terrain, c'est encore celui qui a le plus de crédit vis-à-vis de la population. Pourquoi? Parce qu'il est au contact quotidien. Eh bien, je pense qu'au niveau de la police également, il faut cette proximité, il faut ce contact quotidien avec les habitants. Il faut réagir immédiatement quand il y a des difficultés et il faut pouvoir être interpellé directement par les habitants. Vous allez quand même devoir examiner ces possibilités de collaboration ou de fusion. Bien sûr, on le fera, mais et moi, ce que j'ai toujours peur, c'est que quand il y a une volonté flamande, qui est généralement un bloc uni pour avancer dans une voie, et que je vois comment, quelquefois, les francophones, à cause de quelques illuminés qui prennent des décisions insensées, risquent de se déchirer, j'ai toujours énormément de mal. Merci Marc-Jean Guessel. Avec plaisir. Demain, Michel Gaillet recevra Olivier Minguin. D'ici là, bonne soirée, bonne journée de demain.